Lorsque John Ronald Reuel Tolkien crée son univers fantastique appelé Terre du Milieu, peu de gens se doutent du succès et du retentissement qu'il aura. Sans Tolkien, il n'y aurait pas J.K. Rowling, il n'y aurait pas J.R. Martin et Game of Thrones, il n'y aurait pas les jeux de rôle, il n'y aurait pas Star Wars sans doute. Il a influencé même les Beatles, même Led Zeppelin. Tolkien a exercé une influence considérable, mais de quoi s'est-il lui-même inspiré? Quelle est la véritable histoire des Anneaux? Ce film est un jeu de pistes à travers les paysages, l'histoire et les mythes de son pays, l'Angleterre. Tout le monde aimerait découvrir l'endroit qui a nourri l'imagination de Tolkien. Ses fans aimeraient que la mythologie de la Terre du Milieu soit réelle, ou du moins qu'elle s'inspire de la réalité. C'est un désir ardent. On connaît moins le poids de l'histoire du XXe siècle dans la vie de Tolkien. Par exemple, son expérience de la vie de soldat pendant la Première Guerre mondiale. Tolkien était ici entre le 25 et le 29 juillet 1916. Si on remontait un peu plus d'un siècle en arrière, on se retrouverait sans doute sous des tirs nourris. Son plus grand voyage l'a mené en Suisse en 1911. Une aventure qui a failli lui coûter la vie. Il ne se rend compte que plus tard que la mort est venue au plus près de lui. Ça aurait pu être la fin de Tolkien. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Les œuvres de Tolkien constituent un cas à part dans la fantaisie et la littérature mondiale. Hors du temps, profondes, immortelles et vénérées, elles sont nées de la plume d'un professeur en train de corriger des copies. One page on this particular paper was left blank. Glorious. Nothing to read, so I scribbled on it, I can't think why. In a hole in the ground lived a hobbit. En fait, je suis moi-même un hobbit en tout point, sauf la taille. J'aime les jardins, les arbres et les terres cultivées sans machine. Je fume la pipe et j'aime la bonne nourriture simple. J'aime les gilets décorés et j'ose même les porter en cette morne époque. J'aime beaucoup les champignons. J'ai un sens de l'humour très simple. Je me couche tard et me lève tard lorsque cela est possible. Je ne voyage guère. Il disait souvent sur le ton de la plaisanterie qu'il était lui-même un hobbit, à cause de ses gilets et de sa pipe. Mais les hobbits correspondent à une période de sa vie qui était idyllique, à savoir la fin du XIXe siècle et de l'ère victorienne, qui baignait dans une sorte de quiétude champêtre. Pour beaucoup, la Terre du Milieu évoque aujourd'hui les images des adaptations de Peter Jackson, tournées en grande partie en Nouvelle-Zélande. Cette quiétude champêtre, Tolkien l'a trouvée dans les Midlands de l'Ouest, le fond vert et charmant de l'Angleterre, comme il appelle sa patrie au cœur du Royaume-Uni. Une région dont le nom signifie précisément les terres du milieu. Wow! Can you believe this? Quel lieu incroyable! C'est surnaturel. Voici la porte de l'église Saint-Édouard de Stow-on-the-Wold. On ne sait pas si Tolkien est venu ici. Ce n'est qu'une supposition. Mais cette église a pu l'inspirer pour l'entrée ouest de la Moria et les fameuses portes de Durin. À l'aube du Troisième Âge, les portes de Durin sont cachées et seule une formule magique peut les ouvrir. Une inscription indique « Parlez, amis, et entrez ». Et en langue elfique, « Ami » se dit « Mellon ». Tolkien est obsédé par les langues anciennes, les noms et leur histoire. Enfant, puis étudiant et professeur à Oxford, il profite des sorties en famille pour effectuer des recherches. Le week-end, ils écumaient la campagne en quête d'endroits comme celui-ci. So Les pierres de Rollright. C'est un nom étrange et inhabituel.
Selon ma théorie favorite, il s'agirait d'un terme britannique ancien, datant d'avant l'arrivée du vieil anglais. Tolkien s'intéressait énormément à cette superposition de noms et aux différentes strates de l'histoire dans des lieux comme celui-ci. Non loin d'Oxford, près de la colline dite du Dragon, se trouve le cheval blanc d'Uffington. Cette représentation d'un cheval s'étirant sur plus de 100 mètres est gravée dans le sol calcaire d'une colline. Devant nous s'étend l'Oxfordshire, la région à laquelle Tolkien était le plus attaché. Cette figure est apparue il y a des milliers d'années, et à chaque époque, on lui a prêté de nouvelles légendes et de nouveaux mythes. Du temps des rois anglo-saxons, c'était le cœur d'un royaume appelé Mercia. Et la Mercie, le royaume des hommes de la frontière, était une marche, une région militaire. Chez Tolkien, Mercia a servi d'inspiration au royaume du Rohan et à son peuple de la Marche. Les habitants du Rohan portent des noms anglo-saxons et se désignent eux-mêmes comme les hommes de la Marche. Ils parlent un dialecte du vieil anglais et citent Beowulf. Linguiste de profession, Tolkien a donné une conférence révolutionnaire sur le poème épique Beowulf. Des éléments de ce texte apparaissent dans le Rohan, le royaume peuplé de cavaliers du Seigneur des Anneaux. La bannière du Rohan est un cheval blanc sur fond vert. Ce n'est pas un hasard. C'est le cheval blanc fondateur du royaume de Rohan. Et c'est aussi l'ancêtre de Gripwall, le cheval du roi Théoden, qui deviendra plus tard celui de Gandalf. De nombreux personnages de Tolkien sont empreints de références et d'allusions. Gandalf, par exemple, l'un des 5 magiciens de la Terre du Milieu, tire son nom de la saga islandaise médiévale intitulée Edda. Tolkien voue une grande admiration aux anciens mythes européens qui ont laissé de nombreuses traces dans le paysage du centre de l'Angleterre. Partout, les récits millénaires et l'histoire avec un grand H s'entremêlent et se superposent. Pour façonner la Terre du Milieu, il est allé puiser dans son environnement immédiat. On ne peut pas traverser les Cotswolds, à savoir la région boisée qui entoure Oxford, sans penser à la comté. Que l'on parle de l'Angleterre ou de Tolkien, tous les chemins mènent à Wayland Smithy. Cet endroit est également important parce qu'on est certain que c'est l'un des sites historiques que Tolkien a visités. Donné il y a environ 1500 ans par des envahisseurs anglo-saxons d'après le dieu germanique Wieland, ce nom est devenu au fil du temps la forge de Wayland. Il est très probable que Tolkien ait eu en tête ce genre de tumulus pour écrire son univers, qu'il appelle du mot latin legendarium, c'est-à-dire le légendaire. Une curieuse théorie avance qu'il aurait existé, disséminée à travers les îles britanniques, des légendes sur un peuple de fées qui vivait sous des collines. Il est possible que ces légendes s'inspirent de personnes réelles, à savoir les Celtes. Ces fées auraient vécu de façon si isolée que les nouveaux arrivants qui se sont installés dans la région les auraient à peine connus. Elles étaient, semble-t-il, de petite taille et pouvaient disparaître en un clin d'œil. Je suis persuadé que Tolkien s'est inspiré de cette légende pour les hobbits. Tolkien a dit très clairement que ces lieux réels n'étaient pas ceux qu'il décrit dans son légendaire. Mais il voulait provoquer la sensation qu'on se trouve près de quelque chose d'ancien, où de nombreuses personnes sont passées et où de nombreuses histoires ont été racontées. Je pense que nous faisons la même chose en suivant les traces de Tolkien. Nous voulons imaginer ce qu'il avait en tête lorsqu'il est venu ici.
Mais Tolkien n'alimente pas uniquement sa créativité avec les lieux historiques qui l'entourent, qu'il y ait été ou non. Il est aussi profondément marqué par certains événements traumatisants de son enfance. John Ronald Reuel Tolkien naît en 1892 dans l'État libre d'Orange, dans l'actuelle Afrique du Sud. Son père y travaille pour une banque anglaise. Quand Tolkien est âgé de 3 ans, Mabel, sa mère, rentre en Angleterre avec lui et son frère Hilary. Ils ne reverront jamais leur père, qui meurt peu après. Dans ses dernières interviews, il évoque le contraste entre l'Afrique du Sud et Birmingham. Il mentionne la rusticité des habitants et leurs accents. Il ne faut pas oublier que Tolkien était issu de la classe moyenne supérieure et qu'il est arrivé dans une région peuplée de gens beaucoup plus simples. Les hobbits, avec leur mode de vie champêtre, en sont la parfaite représentation. Tolkien et son frère vivent avec leur mère près du moulin de Sayre Hall, dans un village situé en périphérie de Birmingham. Pour les enfants, c'est un monde qui regorge de merveilles. C'était une sorte de paradis perdu. Il y avait un vieux moulin où 2 meuniers broyaient vraiment du grain. Un grand étang avec des cygnes, un bac à sable, un magnifique vallon avec des fleurs, quelques maisons de village à l'ancienne et plus loin, un ruisseau avec un autre moulin. Lorsqu'on regarde les dessins de Tolkien et ses représentations de Hobbitbourg, il y a toujours une rivière et un moulin avec une roue à aube. Ce moulin y est aussi central que l'était celui de ses souvenirs. Tolkien et son frère inventent leur premier jeu et histoire de sorcières et d'ogres. Ils surnomment le jeune meunier tout blanchi de farine l'ogre blanc et un paysan qui les chasse un jour l'ogre noir. Grâce à leur imagination, ils associent le monde qui les entoure à des créatures dangereuses et mangeuses d'enfants, découvertes dans un recueil de contes anglais très populaire. Mabel Tolkien était une femme très cultivée pour l'époque. Elle connaissait bien les livres pour enfants. Le premier âge d'or de la littérature enfantine venait de s'achever. On sait que Tolkien a lu les Colored Fairy Books d'Andrew Lang, que sa mère lui a raconté la légende d'Arthur et qu'elle lui a enseigné les langues. La dimension linguistique est bien sûr particulièrement importante pour le développement ultérieur de Tolkien. Et il a commencé à s'intéresser au fonctionnement des langues. La famille quitte cette région bucolique lorsque Tolkien a 8 ans, afin qu'il n'ait pas à parcourir à pied les 6 kilomètres qui le séparent de la King Edward School de Birmingham. Le voilà désormais citadin. Fasciné, il découvre des mots en gallois sur des wagons de charbon destinés à l'industrie. Cette trouvaille stimule son désir d'inventer des langues. L'une d'elles, le Sindarin, est basée sur le gallois. Une autre, le Quenya, est inspirée du finnois. Très tôt, Tolkien et son frère découvrent que rien ne dure et que le pire peut se produire. Leur père est mort avant de pouvoir les rejoindre en Angleterre alors que Tolkien n'a que 4 ans. Et 8 ans plus tard, ils perdent également leur mère. Les 2 frères sont désormais orphelins. C'est une enfance assez traumatisante. D'abord, il perd son père, puis sa mère, dont il est très proche. Cela se traduit tout au long de sa vie par une certaine mélancolie et par une tendance générale à tomber dans le pessimisme. Cela transparaît aussi au travers de personnages comme Frodon, qui est traumatisé et ne se remet jamais vraiment de ce qu'il a vécu. Frodon Sackey vit à Cul-de-sac dans la comté avec son père adoptif Bilbon. Tout comme Tolkien, il est orphelin et le pessimisme de son créateur ne lui est pas étranger. Cette mélancolie, ce pessimisme viscéral, est un élément très important qui s'insinuera plus tard dans la Terre du Milieu.
Et je pense que c'est ce qui fait que l'œuvre de Tolkien dure dans le temps. S'il s'agissait d'une narration très linéaire où tout s'arrange à la fin, elle n'aurait sans doute pas aussi bien résisté au temps. Le plus souvent, la vie ne fonctionne pas comme ça. Tolkien et son frère sont confiés à un tuteur, le père Francis Morgan. Toute leur vie, ils resteront très proches. Son frère Hilary, de 2 ans son cadet, a connu un destin assez différent. Il a quitté l'école dès qu'il a pu et a commencé à travailler à la ferme de sa tante. Plus tard, il a possédé sa propre ferme. Il avait un petit côté Sam Gamgee. Pour moi, ce lien durable entre les deux frères est peut-être la clé pour comprendre la capacité de Tolkien à se mettre à la place des gens qui ne lui ressemblaient pas. Chez le père Francis, Tolkien fait la connaissance d'Edith Bratt, de 3 ans son aînée. Mais le tuteur interdit à Tolkien, encore mineur, tout contact avec Edith jusqu'à ses 21 ans. Un premier grand amour au goût d'interdit. La passion de Tolkien pour la nature, elle, peut s'exprimer plus librement. Il aime grimper aux arbres et ne peut accepter que l'un de ses préférés, un vieux saule tout près du moulin, soit abattu et laissé à l'abandon. Il reprendra vie dans l'œuvre de Tolkien sous la forme du vieil homme saule et se vengera des humains. Dans Le Seigneur des Anneaux, l'écrivain fait des arbres des êtres actifs, mais ne se contente pas, comme Shakespeare dans Macbeth, de leur attribuer une aura mystique. Tolkien va plus loin. Leur présence dans l'histoire est due, je pense, à l'amère déception devant l'usage médiocre que fait Shakespeare de la venue de la grande forêt de Birnam vers le sommet de Dunsinane. Je mourrais d'envie de concevoir un cadre dans lequel les arbres pourraient réellement partir en guerre. C'est ainsi que Tolkien crée les Ents, les bergers des arbres. Des êtres issus d'une époque révolue, capables de marcher, de parler et, s'il le faut, de se battre. Il n'y a guère de tâche plus urgente pour l'humanité que d'échapper, si c'est encore possible, à la catastrophe climatique. Tolkien a donc presque été un visionnaire en donnant aux arbres non seulement l'intelligence et le langage, mais aussi un objectif très clair, à savoir survivre. Dans son adaptation Les Deux Tours, Peter Jackson montre comment les arbres deviennent des êtres doués de parole qui finissent par se révolter. Come, my friends. The Ents are going to war. It is likely that we go to our doom. Last march of the Ents. Cette rébellion de la nature n'est pas si surprenante lorsqu'on regarde les représentations du Black Country, le Pays Noir, vaste zone industrielle qui s'étend au nord de Birmingham. C'était vraiment une région sombre et désolée. Un environnement qui détruisait la vie des ouvriers, qui tombaient souvent malades et mouraient jeunes. Je pense que cette vision a eu une influence durable sur Tolkien et sur sa conception du bien et du mal. Ce n'est pas un hasard si, lorsqu'on traduit « Pays Noir » en elfique, on obtient Mordor. Le Black Country semble avoir servi de modèle aux lieux qui incarnent le mal dans la Terre du Milieu, les mondes de Sauron et de Saruman. Le Seigneur des Anneaux dénonce résolument l'industrialisation. Il y a d'un côté Saruman, qui est un peu le pionnier de l'industrie, et de l'autre le Mordor, qui rappelle étrangement un paysage industriel. C'est un pays qui n'est plus vert, qui est envahi de nuages de fumée, au bris des lumières rouges. Cela ressemble à un immense complexe métallurgique. En tant que Sarrois, j'ai vécu près du Mordor. Je sais à quoi ça ressemble une usine sidérurgique.
Saruman, autrefois un bon magicien comme Gandalf, se range aux côtés de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Il fabrique des orques dans ses forges d'Isengard et se prépare à combattre les peuples pacifiques de la Terre du Milieu. En tant qu'élève de la King Edward School, Tolkien acquiert d'autres connaissances qui contribueront à la complexité de son univers. Devant ses camarades de classe, il donne des conférences en vieil anglais, en grec et en gothique. Avec 3 de ses meilleurs amis, il fonde un club de débat pompeusement nommé TCBS, Tea Club Barovian Society, une alliance censée durer toute la vie. Le club se composait de 4 membres principaux, Wiseman, Smith, Gilson et Tolkien. Ils ne visaient rien de moins que le renouveau moral du monde. C'était très idéaliste. Il faut dire qu'à 19 ou 20 ans, on a la vie devant soi. On sait qu'on va fréquenter l'une des 2 grandes universités, Oxford ou Cambridge, et qu'on se dirige vers une carrière qui nous permettra de faire bouger les choses. On fait partie de l'élite. Et cela implique aussi d'intégrer le corps des cadets de l'école. Pour l'instant, on n'y porte l'uniforme que pour la photo. Quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale deviendra une amère réalité pour les cadets. Mais ils peuvent encore se consacrer à l'écriture de poèmes et d'essais. Le jeune Tolkien brille par ses extraordinaires connaissances. Il commente le Kalevala, l'épopée nationale finlandaise, et compare la saga islandaise des Fölsungar à l'Odyssée d'Homère. Autant de sources qui viendront alimenter, dans les décennies à venir, une œuvre monumentale aux contours difficiles à appréhender, celle de la Terre du Milieu. Bilbo le Hobbit marque le commencement en 1937. À l'intérieur, une illustration montre Hobbitbourg, avec le moulin et le paysage de l'enfance de Tolkien. Sur la couverture, il laisse entrevoir une autre influence fondamentale. Ce n'est qu'à un âge avancé qu'il écrit, dans des lettres adressées à ses 2 fils, à quel point l'unique grand voyage de sa jeunesse l'a inspiré. Il conduit Tolkien dans les Alpes suisses à l'été 1911. À cette époque, se rendre dans les Alpes suisses était une expérience extrême pour un Anglais de sa classe sociale. Le romantisme jouait alors un rôle important. Les gens n'allaient pas en montagne pour jouir d'une jolie vue, mais pour se retrouver dans un décor majestueux. Les Alpes ont inspiré un profond respect à Tolkien. Face à l'immensité de la nature, il s'est rendu compte de notre petitesse et de notre vulnérabilité. Tolkien s'est rendu en Suisse durant l'été 1911. Il a voyagé pendant environ 1 mois, à pied, à travers les montagnes de l'Oberland bernois et du Valais, au sein d'un groupe assez disparate. Il y avait beaucoup de femmes, ainsi que des enfants. C'était une troupe bigarrée, où l'on arborait de drôles de chapeaux et de jupes. Aujourd'hui, on s'imagine mal partir en randonnée dans un tel accoutrement. C'est la première fois que Tolkien, alors âgé de 19 ans, contemple de vraies montagnes. Il y a environ 8 ans, je me suis rendu dans la vallée de Lauterbrunnen. Là-bas, j'ai appris que Tolkien avait visité la région et s'en était inspiré pour créer Foncombe. Je suis alors tombé sur les lettres de Tolkien et j'ai été stupéfait de constater à quel point ce voyage l'avait influencé. Le voyage du hobbit Bilbon depuis Foncombe jusqu'à l'autre versant des monts Brumeux, y compris la dégringolade le long des pierres glissantes jusque dans le bois des pins, a pour origine mes aventures en 1911. L'Annus Mirabilis ensoleillée. La ressemblance entre la vallée de Lauterbrunnen et le dessin réalisé par Tolkien de Foncombe
l'une des résidences des elfes de la Terre du Milieu, est frappante. Il y a aussi la rivière Sonoron, Loudwater en anglais, qui traverse Fontcombe et qui s'appelle Bruinen en elfique. On peut déjà y voir un lien avec la commune de Lauterbrunnen, dont le nom signifie eau bruyante. Ce qui est intéressant, c'est que cela met en lumière le raisonnement de linguiste de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien transpose à son univers fictif une grande partie de l'émerveillement que suscite la vallée de Lauterbrunnen. Frodon trouva ses amis sous un porche du côté est de la maison. Des ombres s'étaient étendues en bas dans la vallée, mais il y avait encore de la lumière sur les faces des montagnes qui les dominaient au loin. L'atmosphère était chaude, le son de l'eau vive et des cascades retentissait, et le soir était empli d'une légère senteur d'arbres et de fleurs, comme si l'été s'attardait encore dans les jardins d'Elrond. C'est dans une région montagneuse tout aussi idyllique que Tolkien réunit sa communauté de l'anneau. Autour d'Elrond, le semi-elfe et seigneur de Fontcombe, se rassemblent les personnages principaux représentants de tous les peuples libres. De là, les humains et les hobbits, escortés par un nain, un elfe et le magicien Gandalf, se mettent en route pour affronter le mal. Ils doivent d'abord franchir les monts brumeux. Tolkien n'a rencontré au cours de sa vie qu'un seul massif de cette envergure, les Alpes suisses. Bien des années plus tard, il décrit la première partie de son périple de manière assez détaillée, dans des lettres adressées à ses fils. Tolkien a commencé son voyage ici, à Interlaken. Puis il a rallié Lauterbrunnen, et de là, il est monté à Muren et jusqu'au fond de la vallée de Lauterbrunnen. Il a franchi la petite Scheidegg vers Grindelwald, puis la grande Scheidegg vers Meiringen, avant de probablement remonter par les gorges de l'Aar jusqu'au col du Grimsel, pour rejoindre le Valais. Ensuite, Colin Brooke-Smith, un de ses compagnons de voyage, a écrit ses mémoires sur ce périple. Il y mentionne surtout la deuxième partie. Enfin, il y a les livres d'or de 2 refuges, où l'on sait avec certitude que Tolkien a séjourné, puisqu'il les a signés. Aujourd'hui encore, l'un de ces 2 refuges n'est accessible qu'à pied. Il faut plusieurs heures pour effectuer la randonnée jusqu'à l'hôtel Obersteinberg, dans l'Oberland bernois. Plus de 600 mètres de dénivelé doivent être gravis depuis le fond de la vallée, pour un niveau de difficulté considéré comme moyen. Tolkien a voyagé en grande partie à pied, comme il l'a lui-même écrit. Il a franchi de nombreux cols pendant plus d'1 mois. Il a donc entrepris un très long voyage, d'environ 300 km. Le 5 août 1911, il arrive à l'hôtel Obersteinberg. Ici, nous avons la signature de Tolkien. C'est vraiment particulier de voir sa vraie signature. Le registre est un peu abîmé. C'est sûr. Il est vieux comme le monde. Parmi les 12 randonneurs se trouvent 6 femmes, dont la tante de Tolkien. La jeune veuve a invité son neveu à participer à cette aventure alpine. Sa tante, Jane Neave, l'a beaucoup marqué, notamment parce qu'elle était très intelligente, tout comme sa mère. Elle travaillait à l'université de St. Andrews, à une époque où la scène académique comptait très peu de femmes. C'est une figure très importante. En 1911, elle a guidé le groupe de randonneurs à travers les Alpes suisses, ce qui a alimenté une théorie selon laquelle elle aurait en partie servi de modèle à Gandalf. Qui sait ?
J'ai déjà entendu des gens affirmer que Gandalf était en réalité un personnage féminin. Gandalf le magicien, inspiré par une femme. On peut penser qu'à l'époque de Tolkien, il ne pouvait être dépeint que sous les traits d'un homme. Comme souvent dans l'œuvre de Tolkien, de nombreux modèles ont sans doute servi à façonner Gandalf. Le dieu germanique Odin, l'être légendaire d'Europe de l'Est Rubetzal, des esprits des montagnes comme celui de l'artiste Joseph Madler et même sa tante Jane. Tout cela, mêlé à l'imagination de l'auteur, a permis de donner vie à Gandalf. Gandalf est beaucoup de choses à la fois. Il est aussi le Christ. Brûlé par le Balrog, il en revient. Gandalf fait donc l'expérience de la résurrection. De Gandalf le gris, il devient Gandalf le blanc. C'est une référence christique flagrante. Tolkien s'est très largement inspiré de la Bible. On a tendance à l'oublier, mais c'était une évidence pour lui, qui en tant que fervent catholique vivait avec la Bible. En Suisse, Tolkien découvre la création sous son jour le plus grandiose. Bien des paysages pourraient servir de décor à la Terre du Milieu. Il contemple les 3 célèbres sommets des Alpes du Haut-Valais, l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Après la haute montagne, son voyage l'emmène sans doute dans les gorges de l'Aar, qui ne sont pas sans évoquer l'entrée vers le monde souterrain de la Moria, l'ancienne grande cité des nains. C'était déjà une attraction touristique à l'époque. Il y avait un chemin à travers les gorges, qui était relativement bien aménagé. Pas de la même manière qu'aujourd'hui, mais quand même. Un pont traversait les gorges. Il était, semble-t-il, assez impressionnant. C'est pourquoi on a suggéré qu'il avait pu inspirer Tolkien pour le pont de Khazad-dûm dans la Moria. La Moria est l'un des lieux emblématiques du Seigneur des Anneaux. Elle se compose de salles souterraines où les batailles font rage entre les nains et les orques, entre la communauté et le mal. Tolkien se trouvait en Suisse au moment de la construction du tunnel du Lötschberg. Le percement a eu lieu l'année de sa visite, au printemps 1911. La construction du tunnel du Lötschberg a coûté la vie à de nombreuses personnes. Beaucoup d'ouvriers se sont retrouvés ensevelis dans le tunnel. On imagine bien le sentiment d'effroi qui a pu inspirer Tolkien pour la Moria. Les montagnes et les gorges constituent une expérience inédite pour les Anglais. Mais c'est sans parler des dangers liés à l'alpinisme. Le soir du 21 août 1911, le groupe de randonneurs est pris dans un violent orage, sur fond de sommets enneigés de plus de 4000 mètres. Une expérience qui marque durablement Tolkien. Dans Bilbo le Hobbit, qu'il écrira plus de 20 ans après, ce duel d'orage se lit comme s'il avait été vécu. Plus qu'un orage, un duel d'orage. Plus terrible encore sont le tonnerre et les éclairs la nuit dans les montagnes, quand les tempêtes montent de l'est et de l'ouest pour se faire la guerre. L'éclair éclate sur les sommets, les rocs tremblent, de grands fracas fendent l'air et vont rouler dans toutes les cavernes. Dans Bilbo le Hobbit, c'est sans doute le moment où le voyage est le plus impressionnant. Lorsque les membres du groupe sont pris dans cet orage et qu'ils assistent à ce qu'ils supposent être un combat entre des géants de pierre. Là, c'est à l'imagination du lecteur de choisir si ce sont vraiment des géants qui se battent ou si c'est juste une impression. Quelques jours plus tard, les randonneurs échappent de peu à la mort.
de gros rochers se détachent d'une paroi. La femme qui chemine devant Tolkien s'en tire de justesse grâce à un saut en avant. Un bloc de roche tombe dans l'abîme juste devant le futur écrivain, qui, dans une lettre, confiera des décennies plus tard que ses genoux tremblaient de manière fort peu virile. C'est une forme de violence des plus élémentaires. Les tempêtes, les orages, les chutes de pierre, les avalanches. Et la confrontation directe avec cette nature brute est retranscrite quasiment à l'identique. Ça fonctionne d'ailleurs très bien parce qu'il adopte le point de vue des hobbits, qui ne sont pas des héros. Ils ne sont pas très grands et ils ont du mal à progresser dans les congères. L'homme qui plus tard se qualifiera lui-même de hobbit manque ici de périr comme les personnages de ses romans. Il ne se rend compte qu'ensuite qu'il a frôlé la mort. Ça aurait pu être la fin de Tolkien. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Une aquarelle de Tolkien, réalisée quelques années plus tard, montre à quel point les expériences vécues le long du trajet menant de l'Oberland bernois au Valais sont restées gravées dans sa mémoire. Il y a eu de grands incendies de forêt lorsque Tolkien se trouvait dans le Valais. Et cela est décrit de manière très vive dans la presse de l'époque. Tout comme le son du corps à incendie et des cloches de l'église, ou la messe à 2 heures du matin. Peut-être ces incendies se reflètent-ils aussi dans ces lieux imaginaires. Ces événements successifs contribuent à faire de cette randonnée en Suisse une expérience de plus en plus surréelle et mythique, qui s'avérera déterminante pour la création des paysages de la Terre du Milieu. Pour voir le second livre d'or dans lequel Tolkien a apposé sa signature, il faut être accompagné d'un guide de montagne. L'ascension vers le refuge Berthold est vraiment spectaculaire. Colin Brooke-Smith, compagnon de voyage de Tolkien, mentionne que les membres du groupe étaient tous des novices en alpinisme. Et les guides de montagne suisses ont carrément dû les hisser sur cette dernière partie. Le refuge Berthold se trouve à 3311 mètres d'altitude. Le 25 août 1911, le groupe veut s'y rendre. À l'époque, l'ascension dure 7 heures. Depuis, la montagne a bien changé. On a beaucoup plus de chutes de pierre, de par la fonte du permafrost, etc. Les Alpes changent, le monde change en entier. Et puis c'est vrai que ces 2 dernières années, il y a eu une accélération fulgurante. J'aurais pas imaginé un jour voir les Alpes sans glacier, mais je pense qu'on va le voir. On va le voir rapidement. En 1911, les glaciers atteignent presque le refuge. Oui, c'est exactement comme la groupe de Tolkien, en fait, ça marchait. Ouais. C'est peut-être lui, hein? Ouais, peut-être. Mais tu vois le glacier, la différence? Oui. Hein? Et j'ai emporté quelque chose. Ici, en fait, c'est la copie du livre d'or de la cabane Berthold. Okay. C'est la signature de Tolkien. Ouais. Tu connais Tolkien? Alors, maintenant, oui. Depuis le refuge Berthold, on aperçoit le Cervin. Il est possible que Tolkien ait en tête ce sommet lorsqu'il évoque la montagne du destin dans Le Seigneur des Anneaux, là où la lutte du bien contre le mal prend fin. Mais il y a bien sûr d'autres pistes. Lors de mes recherches, le mont Minet a également attiré mon attention.
Tout d'abord, sa forme est très proche de celle d'un croquis de Tolkien représentant la montagne du destin, qui est en réalité un volcan très abrupt. Ce croquis, qui figure dans un manuscrit original, montre que le voyage en Suisse continue à marquer profondément Tolkien des décennies plus tard. Pour chaque scène de montagne dans Bilbo le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux, on peut parier que les Alpes suisses ne sont pas loin. Elles ont laissé une empreinte durable sur Tolkien qui s'en sert comme ressource. Il l'écrit d'ailleurs dans ses lettres. « J'aimerais tant revoir les Alpes suisses. » Le film La communauté de l'anneau de Peter Jackson montre à quel point Tolkien a su insuffler sa propre nostalgie à son héros Bilbon. I want to see mountains again. Mountains, Gandalf. And then find somewhere quiet where I can finish my book. Certains détails restent des spéculations. Chaque montagne, chaque chemin et chaque glacier des Alpes n'est pas reconnaissable à l'identique en terre du milieu, comme les fans le souhaiteraient. Il n'en reste pas moins qu'après son enfance en Angleterre, ce voyage en Suisse est la deuxième grande source d'inspiration pour Tolkien. C'est pareil pour beaucoup d'auteurs. Ils sont allés quelque part et se disent « Je m'en souviens, je peux maintenant décrire cet endroit et c'est un décor parfait, parce que je n'ai pas besoin d'y réfléchir davantage, tout est là. » Mais je pense que les Alpes suisses ont en plus ce côté grandiose, cette immensité bouleversante de la nature. Il n'a donc pas exploité que la description visuelle, il y a ajouté l'expérience émotionnelle. Après son périple alpin, Tolkien entame ses études à Oxford. Il commence par les humanités avec les auteurs classiques, littérature grecque et romaine et latin. Très vite, il s'oriente vers les sciences du langage. L'intérêt pour les langues que lui a transmis sa mère devient dès lors le sujet central de sa vie professionnelle. Tolkien dévore littéralement le Moyen-Âge, les légendes nordiques, Arthur, Beowulf, l'Edda, la chanson de Roland. Avec ses amis proches du TCBS, il progresse aussi dans ses activités artistiques. Mais l'entrée en guerre de l'Angleterre en août 1914 va contrecarrer les plans des jeunes hommes. Beaucoup se portent immédiatement volontaires pour partir au combat. Tolkien, lui, hésite. Il était orphelin, il n'avait pas d'argent, il n'était pas un riche héritier, il avait besoin d'un travail, et pour cela il devait être diplômé d'Oxford. Il est donc resté et on l'a traité de lâche. Il a reçu la fameuse plume blanche, le symbole que les femmes en particulier distribuaient aux soldats qui ne s'étaient pas immédiatement portés volontaires pour aller au front. C'était une forme d'humiliation. On voulait, par la pression collective, obliger tous les hommes à partir à la guerre. Conscient du danger que cela représente, Tolkien travaille d'arrache-pied à ses poèmes et ses langues elfiques. Un élan de créativité pour l'instant dénué du souffle épique de ses futurs romans. Lors d'une visite à la ferme de sa tante Jane, il réalise des aquarelles et des dessins. Influencé par son voyage en Suisse et sans doute aussi par le début de la guerre, Tolkien développe sa propre esthétique. Le principe appliqué par Tolkien de la subcréation en littérature, il l'applique également dans le domaine pictural. On a travaillé avec les équipes de la Bibliothèque nationale pour essayer de trouver des équivalents picturaux. Et en fait, la conclusion des équipes des collections estampes, illustrations, était que Tolkien était tellement singulier qu'on ne trouvait pas d'équivalent à mettre en regard. Presque tous ses camarades de l'université sont désormais au front. La pression sociale sur les réfractaires comme Tolkien s'accroît. En 1916, il se présente à la conscription. Mais au préalable, il veut régler une affaire privée, revoir Edith.
Lorsqu'ils se sont rencontrés, Tolkien avait 16 ans et Edith 19. Le père Francis l'a appris et leur a interdit de se revoir. Tolkien, qui dépendait de lui, y compris financièrement et pour ses études, a obtempéré. Le soir de son 21e anniversaire, Tolkien écrit une lettre à Edith pour renouer le contact. Entre-temps, elle s'est fiancée à un autre homme et a déménagé. Mais elle accepte de le rencontrer. Edith rompt ses fiançailles et épouse Tolkien. Il a maintenant 24 ans et est officier du régiment des fusiliers du Lancashire. L'ordre de marche est imminent. La lune de miel sera courte, mais Tolkien a une idée en tête. Leur escapade romantique les mène jusqu'à des gorges sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. Tolkien tient à visiter une merveille de la nature avec Edith, la grotte de Cox. Tolkien et Edith étaient jeunes mariés, et ils savaient que le départ à la guerre était pour bientôt. On peut imaginer que c'était pour eux un dernier moment de bonheur avant qu'ils ne partent au front et peut-être ne jamais en revenir. Ce décor peut paraître familier aux lecteurs de Tolkien. Les grottes situées sous le gouffre de Helm, refuge des nains et des humains dans Le Seigneur des Anneaux, ressemblent étrangement à celles de Cox. Gimli les évoque avec émotion. Alors, Légolas, les gemmes, les cristaux et les veines de minerais précieux étincellent dans les murs polis. Et la lumière rayonne à travers les marbres plissés, semblables à des coquillages, translucides comme les vivantes mains de la reine Galadriel. Il y a des colonnes blanches, safran et d'un rose d'aurore, Légolas. Le nain Gimli et l'elfe Légolas sont deux des compagnons qui, avec le hobbit Frodon, forment la communauté de l'anneau. C'est un moment très chaleureux, très particulier, autant dans l'histoire que pour ces deux personnages. Ils décident que s'ils survivent à cette guerre, ils visiteront ces lieux ensemble. On imagine tout à fait Tolkien et Edith échanger le même serment. Si nous survivons à tout ça, nous reviendrons ici. Le 4 juin 1916, Tolkien embarque pour la France et la guerre. Plus tard, il dira de cette traversée qu'elle ressemblait à la mort. Des photos, des dossiers militaires et des cartes permettent de reconstituer avec précision son parcours au front. Tolkien arrive à Amiens par le nord, en train. Il se rend ensuite à Albert. De là, il fait d'abord étape à La Boisselle, où il se retrouve pour la première fois sur la ligne de front. Les journaux de marche des unités révèlent qu'il s'agit de la zone dans laquelle Tolkien évolue pendant les mois où il est stationné ici. La Somme offre encore aujourd'hui une vision surréelle. Les traces de la guerre sont restées visibles un peu partout. Des mois durant, les troupes se sont affrontées ici. Tolkien et deux autres de ses amis de la TCBS sont déployés ici, dans le nord de la France. Nous sommes au trou de mine de La Boisselle. C'est un cratère formé par les tonnes d'explosifs qui ont sauté ici au matin du 1er juillet 1916 et qui ont marqué le début de la bataille de la Somme. À 7h28, 27 tonnes d'explosifs ont sauté ici. Finalement, le 1er juillet est entré dans l'histoire comme étant l'une des journées les plus sanglantes de la bataille de la Somme.
De très nombreux soldats ont péri dès ce premier jour. Et l'un d'entre eux est Robert Quilter Gilson, dit Rob, l'un des plus proches amis de Tolkien. En ce 1er juillet 1916, près de 20 000 soldats britanniques sont tués et environ 40 000 sont blessés. La génération perdue de Tolkien est décimée. Tolkien est devenu l'officier responsable des transmissions de son bataillon. Il était chargé des communications pour 700 à 800 hommes. De fait, ses chances de survie étaient meilleures que celles des autres officiers de son grade. Le musée Somme 1916, situé à Albert, montre les traces laissées par cette guerre qui, pour Tolkien et ses amis, semble marquer la fin des temps. Geoffrey Smith, qui se retrouve à un avant-poste, rédige en pleine nuit une lettre profondément triste adressée à Tolkien. Il ne s'attend pas à voir un nouveau jour se lever et il lui donne pour mission de continuer. Dans sa dernière phrase, il lui écrit « Puisses-tu dire ce que j'ai tenté de dire longtemps après que je ne serai plus là pour le faire, si tel est mon sort ». Désireux de faire connaître son ami après sa mort, Tolkien publie ses poèmes comme un testament de la Tea Club Barrovian Society de Birmingham. Cette amitié indéfectible et la guerre des tranchées dans la Somme sont à tout jamais immortalisées dans un monde fantastique appelé Terre du Milieu. On le remarque bien sûr particulièrement dans les descriptions de paysages. Par exemple, dans le chapitre Le siège de Gondor. Il écrit que les orques creusent des tranchées. Et en anglais, il utilise bel et bien le mot « trenches ». Dans ce chapitre, le style change aussi complètement. Il devient très moderne, on passe à de la narration pure. Il est également question de camarades, Pipin est en permission. Il y a là des indices qui montrent que chez Tolkien, beaucoup de choses remontent à la surface lors de l'écriture. Peut-être de manière inconsciente. Bien des années plus tard, il écrit à son fils Christopher que son œuvre épique a commencé par des notes prises dans les baraquements de l'armée et dans les tranchées. Fin octobre 1916, il décrit la désolation du champ de bataille. Des lieues et des lieues de terre bouillonnante et une expérience imprimée au fer rouge. Une image qui rappelle la description du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Les mares haletantes étaient suffoquées par la cendre et les boues rampantes, d'un blanc et d'un gris morbide. De hauts monticules de rocs écrasés et pulvérisés, de grands cônes de terre calcinés et souillés de poison se dressaient comme dans un répugnant cimetière. Une terre polluée, atteinte au-delà de toute possibilité de guérison. Le 15 septembre 1916, pour la première fois dans l'histoire, un char d'assaut, le Mark I britannique, est envoyé sur le front de la Somme. La guerre s'industrialise. Les soldats deviennent des machines de combat, assommés par le vacarme et le chaos qui les entourent. Épuisés et affamés, ils ne sont entraînés que dans un seul but, tuer. Nous savons, tout du moins grâce à la littérature, que les gens ont été choqués de se rendre compte que la Première Guerre mondiale n'était pas un combat héroïque et chevaleresque, avec du sang rouge versé sur du sable clair ou quelque chose de ce genre. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe à Isengard. Dans sa forteresse, le méchant magicien Saruman produit des orques génétiquement modifiés, des créatures de combat qui n'ont elles aussi qu'une seule mission, tuer. Dans les films de Peter Jackson, ils incarnent un ennemi abéti, gluant et sans scrupules. Les orques sont, dans une certaine mesure, inspirés de la propagande de guerre. Pour les Britanniques, l'ennemi, les Allemands, étaient les Huns.
La propagande les représentait comme des êtres déshumanisés, des sortes de singes assoiffés de sang qui progressaient en territoire conquis, en profanant tout sur leur passage. Les orques représentent-ils l'ennemi allemand? Ou symbolisent-ils une génération sacrifiée dans les tranchées comme celle de Tolkien? Des meurtriers sacrifiés, de la chair à canon d'un côté comme de l'autre du front. Les orques eux-mêmes ont une certaine profondeur. Tolkien a été très clair sur ce point. Ils ne sont pas là pour servir de chair à canon ou de machine à tuer. C'est malheureusement comme ça qu'ils sont présentés dans les films de Peter Jackson. Mais dans les livres, ils se plaignent des ordres venus d'en haut. Et ils ont très peur. Ils disent « Moi je ne descends pas là, vas-y toi ». Pendant la guerre, nous étions tous des orques, écrira plus tard Tolkien, transformant son expérience en symbole. Les journaux de marche des unités sont comme une longue litanie qui égrène les noms des innombrables soldats tombés chaque jour sous les tirs d'obus, les attaques ennemies et les gaz toxiques. Tolkien était hanté par le souvenir du gaz toxique et de ses gestes fébriles pour enfiler le masque protecteur. Quand on imagine ce paysage ravagé, parsemé de trous d'obus, où des arbres décharnés se dressent tels des squelettes, et où tout est recouvert d'eau, on n'est pas très loin du Seigneur des Anneaux et de la description des marais des morts. Dans son film Les Deux Tours, Peter Jackson met en scène ce paysage de manière saisissante. There are dead things. Dead faces in the water. All dead. All rotten elves and men and orcs. A great battle long ago. The dead marshes. Yes, yes, that is the name. Der Tod unterscheidet nicht. La mort ne fait pas de distinction. Les Britanniques, les Français et les Allemands tombés dans ce no man's land, entre les premières lignes, ont fini par se mêler à cette terre, à ce sol, comme Gollum le décrit. Leurs tombes ont été englouties. Dans l'œuvre de Tolkien, la perte, la mort, le deuil et le chagrin sont des thèmes récurrents. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, lorsque Boromir meurt, ses compagnons tiennent à lui rendre un dernier hommage. Il y a aussi cette phrase très importante. Nous ne pouvons pas le laisser reposer ici, au milieu de ces orques infâmes. Tolkien ayant lui-même vécu cette expérience dans la Somme, je pense qu'elle ne pouvait que se retrouver dans son œuvre. Tolkien et ses plus proches amis voulaient changer le monde. Ils étaient des compagnons pleins d'entrain qui s'encourageaient mutuellement. Jusqu'à ce que la guerre bouleverse tout. On ignore si c'est une coïncidence ou le fruit de son subconscient, mais le fait est qu'il s'agit de 4 hobbits qui sont tous originaires de la même région et qui, bien sûr, deviennent encore plus proches au cours du voyage. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils survivent tous. Et peut-être est-ce un hommage à ces 4 amis ou l'expression d'un souhait pour ces 4 jeunes hommes qui ont vécu ensemble cette terrible expérience. La réalité a malheureusement produit une autre fin. Après Rob Gilson, tué le premier jour de la bataille de la Somme, c'est son ami Geoffrey Bache-Smith qui est touché par un éclat d'obus et qui succombe à ses blessures le 3 décembre.
Tolkien a été très secoué en apprenant la mort de Rob. Il écrit justement cette phrase qui en dit long. En anglais, « Something has gone crack ». Quelque chose s'est brisé, a été irrémédiablement détruit et ne pourra jamais être réparé. Certes, il faut avoir vécu dans l'ombre de la guerre pour vraiment saisir ce qu'elle a d'oppressant. Quand la guerre a pris fin, en 1918, tous mes amis proches, sauf un, étaient morts. Comme toujours chez Tolkien, un autre lieu aurait pu lui servir de modèle pour les Marais des Morts. Il l'a visité lors de son voyage en Suisse en 1911. Nous sommes au col du Grimsel. C'est intéressant parce que Tolkien est passé par là et a traversé les Alpes de l'Oberland bernois qui l'ont inspiré pour les Monts Brumeux. Autre détail qui mérite qu'on s'y attarde, ce lac derrière moi qui s'appelle Totensee, le lac des morts. C'est le genre d'endroit qui fascinait Tolkien. On le voit avec les marais des morts. On dit qu'une bataille s'y est déroulée il y a très longtemps. Et c'est aussi le cas au lac des morts. Durant les guerres de la Révolution française en 1799, le général de Napoléon, Charles-Étienne Gudin, y a battu les troupes ennemies, si bien que le col du Grimsel aurait été jonché de cadavres. Ce lac des morts n'en est pas moins très bleu et cristallin. Je pense donc que les marais font plutôt écho aux champs de Flandre. La traversée de Frodon et Sam dans les marais des morts et les explications de Gollum ne puisent pas leurs origines dans un seul lieu en Suisse ou sur le front de l'Ouest. La méthode Tolkien consiste à réunir différentes expériences et à les rendre applicables. Donc l'héritage de Tolkien, c'est un monde varié, riche, que l'on explore et qui est construit sur certains principes, un rapport entre l'histoire inventée sur des millénaires, puisqu'il se déroule dans un monde qui rappelle notre terre mais qu'on ne reconnaît pas vraiment. C'est ce qu'il appelle applicabilité, la liberté des lecteurs et des lectrices de voir les références qu'ils souhaitent voir dans son livre. Tolkien échappe au champ de bataille parce qu'il a contracté ce qu'on appelle la fièvre des tranchées, une maladie infectieuse qui s'accompagne de fortes poussées de fièvre. Après 6 mois passés au front, il rentre en Angleterre pour sa convalescence. Il y passe son premier Noël avec sa femme Edith. Au cours de ses séjours dans les hôpitaux militaires et les sanatoriums comme celui de Harrogate, Tolkien commence à écrire. C'est là que naissent des récits qui ne seront publiés qu'après sa mort, sous le titre de Livre des contes perdus. Certains sont rédigés de la main d'Édith. Après l'horreur des tranchées, l'écriture de Tolkien, jusque-là romantique et poétique, se fait plus sombre. Dans La chute de Gondolin, la ville elfique est attaquée par des troupes composées, selon Tolkien, de monstres et de dragons. Mais il les décrit comme des créations humaines faites de métal, qui écrasent tout sur leur passage, franchissent les barrières et les broient. Ils crachent du feu, comme les dragons du Moyen-Âge évidemment, mais aussi les chars avec leurs lance-flammes. Là, Tolkien mêle la mythologie et la modernité. Des dragons de fer propulsés par une chaîne, comme les chars de la Première Guerre mondiale, attaquent la ville elfique de Gondolin sur ordre du terrible Morgoth. Dans leurs entrailles, des guerriers orques. L'amère expérience de la Première Guerre mondiale fait son entrée dans la Terre du Milieu. Après la guerre, Tolkien gagne sa vie en tant que scientifique et professeur. Edith et lui ont 4 enfants. Son quotidien est celui d'un universitaire. Mais une fois sa journée de travail terminée, il s'attelle à plusieurs versions du Silmarillion, la genèse de ses futurs romans à succès.
Il a vécu plusieurs vies en même temps. Le jour, il était professeur à Oxford. La nuit, il écrivait ses textes ou il faisait ses aquarelles. Il s'occupait de ses enfants quand il était petit. Il avait des amis. Quand on pense que c'est un homme qui a survécu à la Première Guerre mondiale, il a fait preuve d'une résilience absolument extraordinaire. 2 fois orphelin avant l'âge de 12 ans. Sans repères familiaux, ayant perdu ses amis pendant la Première Guerre mondiale. Il a construit une famille, une carrière et une œuvre littéraire. C'est assez vertigineux quand on y pense. Edith, son amour de jeunesse, restera à ses côtés jusqu'à sa mort. Contrairement à la mère de Tolkien, Mabel, ou à sa tante Jane, elle n'a pas d'ambition académique. Dans une université telle qu'Oxford, dominée par les hommes, ces messieurs forment une communauté soudée. Ils se réunissent, échangent, mènent des discussions intellectuelles. Et leurs épouses sont généralement à la maison, sans réel contact avec les autres. Il y a donc eu un moment où la situation s'est tendue, mais ils ont surmonté ces difficultés. Ils ont été très heureux ensemble jusqu'à la fin. Parfois, j'ai quand même de la peine pour la pauvre Edith. Ça n'a sans doute pas toujours été facile. Selon les critères du moment, certains aspects de la Terre du Milieu pourraient sembler un peu vieillots. Ainsi, parmi les protagonistes des grands romans, figurent étonnamment peu de femmes. Parmi ces personnages féminins, on compte Lothienne, qui doit sauver l'homme qu'elle aime, Galadriel, qui au cours de sa longue vie a mené toutes sortes de guerres, ou encore Éowyn, la seule qui parvient à vaincre et à tuer le roi des Nazgûl, le roi sorcier. À travers elle, on perçoit dans l'œuvre de Tolkien un immense respect à l'égard des femmes. Tolkien met à l'honneur des femmes fortes. Indirectement, il érige même un monument à sa tante Jane Nieve qui l'avait emmenée en Suisse. Il nomme le lieu de résidence de Bilbon Saquet d'après la ferme qu'elle possédait dans les Midlands, Bag End, en français cul-de-sac. La tente active est une évolution relativement récente peut-être, mais j'ai eu la chance d'en connaître un des premiers exemples. Une des premières femmes à faire des études scientifiques. Elle a maintenant 90 ans, mais est partie en Suisse pour herboriser il y a seulement quelques années. Avant même d'écrire Bilbo le Hobbit, son premier best-seller, Tolkien cartographie en détail de nombreux éléments de son légendaire. Au fil des années, ses cartes s'étendent et pour les nouveaux lieux, il ajoute des feuilles dans les marges. Il obtient, au bout du compte, le plus grand univers de fantasy jamais imaginé, la Terre du Milieu. À l'origine, il voulait juste chercher les racines mythologiques de l'Angleterre, ce qu'il y avait avant les Celtes et les Anglo-Saxons, avant Arthur et les chevaliers du Moyen-Âge. La chanson des Nibelungen en Allemagne, le Kalevala en Finlande, l'Edda bien sûr, et les grands récits en Islande. Les Irlandais, les Gallois, tous les peuples ont des histoires. Mais du côté des Anglais, c'était un peu mince. En tout cas, il n'y avait pas de véritable intention nationaliste derrière cette quête. Ils pensaient, de manière un peu ambitieuse peut-être, pouvoir combler ce vide comme aucun autre écrivain n'avait su le faire auparavant. Le premier roman de cet univers fantastique est destiné aux enfants. Dans Bilbo le Hobbit, Bilbon Saquet triomphe du mal et rentre chez lui à Hobbitbourg, un anneau en poche. Sur la couverture figure son dessin de Hobbitbourg dans la comté. Un lieu avec beaucoup d'arbres et bien sûr des moulins, symbole de son enfance heureuse. À première vue, l'œuvre de Tolkien semble détachée de tout contexte politique, bien que les années 1930, durant lesquelles il écrit, soient une décennie marquée par les crises et les guerres. En Allemagne, Hitler arrive au pouvoir en 1933. En Union soviétique, Staline fait régner sa terreur. Un regard plus attentif aux manuscrits de Tolkien datant de différentes années d'avant-guerre montre que certains traits de Sauron correspondent à cette période.
Sauron, le seigneur des ténèbres du Seigneur des Anneaux, est d'abord décrit comme une figure gothique, assez proche d'un vampire dans le Silmarillion. En 1936 ou 1937, Tolkien le transforme en antagoniste central, en seigneur des ténèbres et en dictateur. Il procède à ce changement au moment où Staline lance les grandes purges en Union soviétique. La menace du totalitarisme en Europe est devenue manifeste, et cela inquiétait Tolkien. Je pense que l'écriture était pour lui une façon d'exprimer toutes ces choses. Alors que Bilbo le Hobbit est un succès en Angleterre, la maison d'édition allemande Rutten et Loening pose une condition avant sa publication. Tolkien doit fournir un certificat d'arianité. Il préfère alors abandonner toute traduction allemande. Il rédige une réponse à la lettre venue d'Allemagne d'une manière tout à fait charmante et sarcastique. En bon linguiste, il montre à celui qui l'a écrite que cette requête n'est qu'un tissu de sottise. Il ajoute qu'il déplore qu'à sa connaissance, personne dans sa famille ne soit de sang juif et qu'il ne puisse donc appartenir à ce peuple si doué et merveilleux. De toute façon, j'ai dans cette guerre une rancune personnelle et cuisante envers ce petit ignorant rougeaud d'Adolf Hitler, ruinant, pervertissant, détournant et rendant à jamais maudit ce noble esprit du Nord. La récupération politique des nazis le rebute, lui qui est fasciné par les mythes d'Europe du Nord et du Nord-Ouest. Un patrimoine culturel ancestral de l'Europe dans lequel le compositeur allemand Richard Wagner a lui aussi puisé. Lorsqu'on demande à Tolkien s'il a emprunté au cycle de Wagner l'anneau du Nibelung pour imaginer son propre anneau, Tolkien réplique avec son humour typiquement britannique que les deux anneaux sont ronds, mais que la ressemblance s'arrête là. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il savait qu'il devait prendre ses distances et qu'autrement, il risquait d'avoir des problèmes. Et c'est un peu ce qui est arrivé. Mais le fait que l'anneau consume son détenteur, que celui-ci devienne possédé par lui, c'est de Wagner. Vous n'avez ça avec aucun autre anneau. Ils rendent invisible, rapportent beaucoup d'or ou ce genre de choses, mais le fait qu'il donne du pouvoir et pousse au renoncement de soi, c'est tout à fait wagnérien. Comme beaucoup d'éléments de l'œuvre de Tolkien, Gollum, cet être schizophrène obsédé par l'anneau, est une création très complexe dont Tolkien est particulièrement fier. Autrefois, Gollum était un hobbit du nom de Sméagol. Il tue son cousin Déagol pour s'emparer de l'anneau. Pour moi, Gollum est sans conteste l'un des meilleurs personnages du roman. En tant que Sméagol, il semble presque humain, avec ce désir et cette avidité pour l'anneau qui lui seront pourtant fatales. Et puis il y a sa deuxième personnalité, celle de Gollum, qui est tombé sous l'emprise de l'anneau. C'est un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Gollum est aussi là pour montrer à Frodon et Bilbon ce qui pourrait leur arriver. Après tout, c'est un hobbit. Il devait être comme Frodon, Sam, Merry et Pippin. Et à travers lui, on voit ce qui pourrait advenir dans le pire des cas. Bien sûr, si on part du principe que toute histoire peut se rapporter à l'humain et que les hobbits ne sont que des représentations de valeurs ou de comportements humains, alors il est effrayant de constater qu'on peut tomber si bas. On peut devenir aussi répugnant que Gollum. Et c'est, je crois, l'une des révélations terrifiantes de la Première Guerre mondiale, le fait que les humains soient devenus des monstres. À partir de la véritable histoire des anneaux, quelque chose de nouveau germe dans l'esprit de Tolkien. Les possibilités d'interprétation sont nombreuses, y compris pour Gollum. Est-il, comme son créateur, un ancien soldat traumatisé? Cet être schizophrène tire-t-il ses racines de Jekyll et Hyde, des deux frères de la Bible, Abel et Caïn, ou bien des personnages de la tétralogie de Wagner?
Tolkien se fonde sur une énorme quantité de matériel. Ce qui fait de lui un auteur si particulier, c'est qu'il semble capable de travailler avec presque tout. Dans la Terre du Milieu, on retrouve l'histoire de l'Antiquité, du Moyen Âge, mais aussi la vie de Tolkien. Son approche personnelle est toujours présente. Si on me demande d'où vient la Terre du Milieu, j'ai presque envie de répondre « D'où ne vient-elle pas ?» Les fans et les chercheurs rêvent surtout de savoir ce qui a inspiré l'anneau unique de Tolkien. En 2013, le musée The Vine, dans le Hampshire, expose une bague en affirmant pour attirer les touristes qu'il s'agit de l'anneau unique. Cet anneau vieux de plus de 1500 ans a été trouvé par un paysan en train de labourer son champ. Selon l'inscription latine, il appartenait à un certain Sénitianus. Ce même nom est découvert en 1929 lors de fouilles dans un temple antique situé dans le Gloucestershire, à une centaine de kilomètres de là, sur une tablette de plomb portant une malédiction. Le célèbre archéologue Mortimer Wheeler demande à Tolkien un rapport linguistique et historique qui fera l'objet d'une publication au sujet de ces fouilles. La malédiction qui figure sur la tablette condamne un certain Sénitianus à la maladie. Que celui qui porte le nom de Sénitianus ne trouve plus la santé jusqu'à ce qu'il rapporte l'anneau au temple. Mais la trace qui va de l'anneau romain à l'œuvre de Tolkien en passant par la tablette maudite s'arrête là. La malédiction qui est inscrite sur cette tablette évoque un voleur d'anneaux. À première vue, cela ressemble effectivement au Seigneur des Anneaux. Mais rien n'indique que cet anneau était magique. Il s'agit simplement d'une malédiction adressée à un voleur qui s'est emparé d'une quelconque bague. Il aimait bien dire que pour faire une bonne soupe, il faut toutes sortes d'ingrédients. Et l'essentiel, c'est que cette soupe soit savoureuse. Peu importe la quantité de poivre qu'on y met, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. La première recette de Tolkien plaît au lecteur. Après le succès mondial du Hobbit, son éditeur lui réclame une suite. I now wanted to try my hand at writing a really stupendously long narrative and to see whether I had sufficient art, cunning or material to make a really long narrative which would hold the average reader right through. The best, one of the best forms for a long narrative is as was found in The Hobbit, though there's a much more elaborate form, of the pilgrimage on journey with an object. So that was inevitably the form I adopted. Un pèlerinage épique, comme celui qu'il a effectué en Suisse, avec un objet en plus. L'idée semble simple. Tolkien passera pourtant 15 ans à écrire ce roman, une épopée en 3 parties qu'il intitule « Le Seigneur des Anneaux ». Ce récit est devenu un classique dans le monde entier. Mais parce qu'il a inventé des sorciers et des créatures magiques, des nains, des hobbits et des orques, Tolkien est longtemps accusé de ne pas assez se soucier de l'actualité politique de son époque. Comme si un auteur de fantasy vivait forcément en marge de son propre monde. Je pense que si on regarde sa biographie, on se rend compte qu'il a vécu toute sa vie en temps de guerre, sous une forme ou une autre. Il a combattu durant la Première Guerre mondiale. 2 de ses fils ont servi dans la Seconde. Et il y a aussi eu la guerre civile espagnole, la guerre froide. Cette menace est toujours présente en arrière-plan. Il sait que ça peut recommencer à tout moment. Alors qu'il écrit Le Seigneur des Anneaux, ses fils Christopher et Michael portent l'uniforme britannique. Tolkien envoie régulièrement ses derniers chapitres à Christopher pour avoir son avis et le réconforter.
Tes récits qui n'ont pas été censurés m'ont perturbé, mais ne m'ont pas surpris. Comme cela me rappelle ma propre expérience. Une guerre suffit à un homme. J'espère que tu échapperas à une deuxième. L'âpreté de la jeunesse ou celle de l'âge mûr suffit dans une vie. Les deux, c'est trop. Le monde dans lequel Tolkien écrit son livre s'est une fois de plus assombri. Et la Terre du Milieu, elle aussi, est menacée par des forces encore plus maléfiques. People do not fully understand the difference between an allegory and an application. You can go to a Shakespeare play and you can apply it to things in your mind if you like, but they're not allegories. Many people apply it to nuclear, the ring, particularly the nuclear bomb, don't they? I think that was in my mind, is that the whole thing is only an allegory of it. But it isn't. Au premier regard, peu de choses semblent directement politiques dans cette œuvre. Mais ne serait-elle tout de même pas applicable? Le nouveau grand ennemi, Sauron par exemple, Tolkien ne l'a-t-il pas lui-même qualifié plus tard dans une lettre de Hitler avec un anneau? L'objectif de Sauron est de faire du monde un enfer, d'étendre le Mordor. Il n'a pas d'autre objectif. Il n'a pas d'autre but identifiable que la destruction. Il est le mal en soi, le diable. Le voir comme une allusion à Hitler, Mussolini ou Staline ne fonctionne pas, car ces personnes vouent un culte à leur propre personne. Sauron, lui, n'est pas une personne. On ne le voit jamais sous une forme humaine. Il n'est représenté que par cet œil qui voit tout, avec lequel il semble contrôler le Mordor sans être présent lui-même. Il y a quelque chose de très orwellien dans l'idée de ce régime totalitaire, que la Seconde Guerre mondiale a précisément combattu à bien des égards. Il faut attendre 1965 pour que Le Seigneur des Anneaux perce au niveau international. Une édition de poche est publiée aux États-Unis sans l'accord de Tolkien, en raison d'un problème de droit pour l'Amérique du Nord. C'est à nouveau une période de troubles et de changements. Et une fois de plus, le roman de Tolkien s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Dans les années 1960 et 1970, les hobbits deviennent importants pour le mouvement hippie, dont les adeptes recherchent un mode de vie alternatif, une société alternative. Si l'on s'identifie aux hobbits, on peut se satisfaire de sa propre médiocrité, car les hobbits sont assez médiocres aussi. Ça n'est donc pas si grave. Les hobbits ont le vent en poupe. Tolkien fait une entrée remarquée dans la pop culture. Et même Monsieur Spock est là pour l'accueillir. On peut s'y installer et y mener une vie très agréable. Quitter le Mordor et les villes industrielles pour s'établir dans la comté. Retourner à la campagne et aux fermes bio. Le Seigneur des Anneaux donne presque un exemple à suivre. Alors, comment décrire cette œuvre monumentale? Elle est bel et bien la plus grande épopée de fantaisie de tous les temps, mais aussi une représentation artistique de notre monde que Tolkien a créée à partir de ses expériences et de celles de l'humanité, de contes et de légendes, de son enfance dans le centre de l'Angleterre et de ce qu'il a vécu dans les tranchées de la Somme. Au fil de son existence, Tolkien apprend que la guerre et la paix vont et viennent, un peu comme les saisons. Rien n'est permanent, rien n'est garanti. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque âge de la Terre du Milieu se termine par une guerre qui constitue une césure, puis qu'un nouvel âge commence, d'abord dans une paix relative, pour se terminer à nouveau par une guerre. Nous devons tour à tour nous réjouir, être reconnaissants, mais aussi nous engager pour que cela ne se reproduise pas. C'est ce que font les membres de la communauté de l'anneau.
ils s'engagent dans un dangereux voyage vers l'inconnu. Ils représentent le seul espoir de la Terre du Milieu et ils sont à l'image de l'humanité. Leur objectif est de détruire l'anneau unique, la matérialisation du mal. Comment y parvenir? Avec de la volonté, des valeurs et des amis. Des valeurs qu'incarne le hobbit Sam Gamgee dans le film de Peter Jackson, Les Deux Tours. What are we holding on to, Sam? That there's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. C'est un coup de génie d'avoir introduit les hobbits dans ce récit. Les vrais héros sont les plus petits. Je pense que les 68 arts l'ont très bien compris. On doit se dresser contre les grands d'en haut, contre les dirigeants et les gros bonnets. En tant que petit homme ou petite femme, on peut tous faire bouger les choses. Tolkien a écrit des livres remplis d'une sagesse symbolique qui reste d'actualité et qui a convaincu plusieurs centaines de millions de lecteurs et de lectrices. Respecter la nature, s'entraider, croire en soi, ne jamais désespérer. Le lecteur est libre d'appliquer à sa guise l'histoire à sa propre expérience. Les romans de Tolkien concentrent une histoire et des valeurs auxquelles chacun peut s'identifier. Je devais avoir 10 ans quand j'ai lu Bilbo le Hobbit pour la première fois. J'ai grandi à Porto Rico, un monde lointain sous les tropiques. Je parlais espagnol. Mais quand j'ai lu Bilbo le Hobbit, j'y ai trouvé quelque chose de spécial. Des indices et des fragments de mondes plus profonds, d'une histoire plus longue que Tolkien intègre à ses récits. Au fil de la lecture, il nous apprend à apprécier ce qu'il y a d'ancien dans tout ce qui nous entoure, ce qui était là bien avant nous et qui nous survivra. Après Le Seigneur des Anneaux, Tolkien entreprend l'écriture d'une suite qui ne connaîtra pas de fin heureuse. La Nouvelle Ombre se déroule au 4e âge de la Terre du Milieu. Il y met fin après seulement quelques pages. Si je me souviens bien, il l'a abandonné parce qu'il s'aventurait sur un territoire trop sombre. Et en quelque sorte, cela mettait à mal sa théorie selon laquelle le bien finit par l'emporter sur le mal, comme le voulait sa foi chrétienne. À la fin de sa vie, son épopée de la Terre du Milieu est un succès mondial. Tolkien s'enferme de plus en plus dans le monde qu'il a créé. Lorsqu'Edith meurt en 1971, à l'âge de 82 ans, il fait inscrire Lúthien sur sa pierre tombale, un personnage de son roman posthume Beren et Lúthien qui raconte une grande histoire d'amour entre un mortel et une elfe. Après son propre décès 2 ans plus tard, en 1973, le nom de ce mortel, Beren, trouve sa place en dessous du sien. Tolkien n'a pas poursuivi l'histoire du 4e âge, l'âge des hommes comme il l'appelait. Ce que l'on sait, c'est que la Terre du Milieu a pris la forme d'une sphère et qu'elle correspond à bien des égards à notre monde actuel. Si on regarde la tonalité de ces écrits destinés aux adultes, Le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion en particulier, on est frappé par une forme de mélancolie et même de pessimisme sur l'histoire de l'humanité. Toutes ces représentations de l'humanité sont des sortes de mises en garde de ce qui nous menace. Ce genre de lecture est d'une actualité assez saisissante. On déclenche sans cesse de nouvelles guerres, semblant confirmer la vision d'horreur du 4e âge de Tolkien. A-t-il fini par devenir un authentique pessimiste? Une scène clé du film La Communauté de l'Anneau donne la réponse.
wish the ring had never come to me. I wish none of this had happened. So do all who live to see such times, but that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. La véritable histoire des anneaux nous montre que le mal comme le bien se répètent de manière cyclique dans l'histoire de l'humanité, mais qu'il se trouve toujours des compagnons pour détruire le mal. Tel est le message laissé par Tolkien.